This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means? It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week starting November 21st. The holiday season officially starts when you get that first card in the mail. Shutterfly makes it easy to add more meaning to the everyday with hundreds of holiday card designs that can be personalized in seconds with your favorite photos from this year. Select your greeting, customize the color, and even add little extras like personalized foil to make a holiday card that really shines. Enjoy 40% off with code SMILE40 at Shutterfly.com and send something meaningful this year. See site for more details. Il existe très peu de villes dans le monde aussi singulières que New York. Dans les années 1960, cela fait déjà plus d'un siècle que la capitale économique des États-Unis constitue dans l'imaginaire occidental le symbole du rêve américain. Ce fantasme prêt à devenir réalité pour quiconque possède suffisamment de volonté, de force et d'endurance pour le poursuivre aussi longtemps que nécessaire. De jour comme de nuit, les rues de celle que l'on surnomme la Grosse Pomme sont autant de cartes postales qui se vendent par millions dans le monde entier. Des cimes hypnotiques de ces gratte-ciel, au béton tanné par ces taxis jaunes qu'on ne présente plus, le moindre de ces mètres carrés fait l'objet d'un tourisme de masse frénétique. Tout le monde veut sa part du mythe. Frank est aux premières loges. Derrière le volant de la voiture de sa patrouille de nuit, il s'est garé à 5 mètres d'un des carrefours les plus fréquentés de la ville, à l'angle de Wall Street et Broadway, juste devant Trinity Church. Une Mercedes d'un rouge tape à l'œil vient de doubler 2 véhicules qui ralentissaient avant de brûler le feu de circulation. Frank démarre, passe aussitôt la seconde et la troisième, il tourne à gauche d'un coup de volant parfaitement exécuté, passe en quatrième et fond sur le véhicule coupable qu'il force à se ranger sur le bas-côté. À sa droite, son partenaire pose une moitié de hamburger sur le tableau de bord et ouvre sa portière dans un soupir. Putain, pas moyen de bouffer tranquille. Le conducteur se s'est pris sur le fait. Il descend doucement sa fenêtre et tente d'afficher un sourire d'excuse. « Évitez-moi le couplet de l'enfant de cœur et sortez-moi vos papiers, votre permis de conduire et la carte grise de votre Mercedes de Pecno. » Bobby Callan est un vieux de la vieille et Frank se sent chanceux de patrouiller avec lui cette nuit. Tout juste débarqué dans le New York Police Department, Frank Serpico est un rookie. Un petit nouveau qui a tout à apprendre. Juste derrière son collègue, il ne quitte pas des yeux le conducteur lorsqu'il sort de la voiture et ne peut réprimer un sourire lorsque celui-ci demande sans complexe « On peut s'arranger, monsieur l'agent, à hauteur de $100 par exemple ?» Quand Frank lui demande s'il sait ce qu'il risque à tenter de soudoyer un policier, Bobby se tourne tranquillement vers lui. « Laisse-moi 2 minutes avec lui, Frank. Crois-moi, je vais lui faire comprendre. » 1 minute plus tard, le conducteur redémarre tranquillement et disparaît dans Manhattan. Bobby rejoint Frank et lui tend une liasse de $100. La moitié de ce qu'il vient de percevoir en toute illégalité. « Bienvenue au New York Police Department, fils. On va s'en faire un autre ?» Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Frank Serpico, jeune recrue de la police de New York dans les années 1960. Cet idéaliste doté d'un sens moral inflexible s'est trouvé piégé dans une spirale infernale de corruption généralisée. Aujourd'hui, je vous parlerai de ses premiers pas au sein du New York Police Department, qui le virent immédiatement confronté à des collègues aussi peu professionnels que profondément véreux. Vous êtes désormais les garants de la sécurité de la plus belle ville du monde. La responsabilité qui vous incombe est immense. Mais chacun d'entre vous a prouvé qu'il en était digne. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous vous placez parmi les meilleurs.
Je vous regarde et je n'ai aucun doute, New York est entre de bonnes mains. Le 11 septembre 1959, Frank Serpico prête serment au siège du New York Police Department, la One Police Plaza, à l'âge de 23 ans. Il a énormément travaillé pour en arriver là, parvenant même à être reçu parmi les 10% des agents les mieux classés du concours. Devenir policier, c'est son rêve depuis l'âge de 4 ans. Ce jour-là, les mots du commissaire principal de la ville lui procurent à la fois une exaltation profonde et beaucoup d'impatience. Dans les yeux de ses parents, présents eux aussi, on peut lire une grande émotion et bien sûr, beaucoup de fierté. Pour ces modestes immigrés italiens, souvent pris à partie et méprisés dans leur jeunesse comme leurs parents avant eux, voir leur fils décrocher un poste respectable dans l'une des institutions essentielles de la ville les remplit d'un sentiment d'accomplissement sans pareil. Ils admirent son sens de l'honneur, de la justice et sont convaincus qu'il sera un excellent policier. Une fois la cérémonie terminée, tous trois se rendent au restaurant, accompagnés de quelques amis. Lorsqu'il porte un toast à Frank, son père ne peut retenir une larme, et le repas se déroule dans une joie sereine, comme la vie en offre rarement. Mais tandis que la table s'anime de discussions en tout genre sur la politique, le baseball et les potins du quartier, Frank se fait de plus en plus silencieux. Tout va bien pour lui, bien sûr, mais il est déjà focalisé sur la tâche qui l'attend. Il faut dire qu'à l'aube des années 60, bien que New York jouisse d'une aura sans égale, la réalité est bien plus sombre qu'il n'y paraît. La mafia italienne règne en maître, partageant son pouvoir entre les 5 familles, les Bonanno, les Colombo, les Gambino, les Genovese et les Lucchese. Elle développe massivement de nombreux aspects du crime organisé. Rackets, paris illégaux, prostitution, trafic de drogue et blanchiment. Si ce phénomène a déjà été exposé 10 ans plus tôt par la commission Kefauver, qui dès 1951 avait officiellement qualifié la mafia de problème national, cette dernière n'a pourtant toujours pas été vaincue. Au contraire. Les règlements de compte en pleine rue sont légion. La grosse pomme semble pourrir à petit feu, notamment parce qu'elle est inondée d'héroïne. En provenance de Marseille, des tonnes de poudre entrent clandestinement chaque mois dans New York, sous le nez d'une police totalement dépassée. Un nombre croissant de drogués en manque arpente les rues. Et les décès par overdose n'ont jamais été aussi hauts. Pendant 10 ans, rien n'a donc semblé pouvoir stopper le syndicat du crime. La nouvelle décennie doit absolument être celle qui inversera la tendance et mettra fin à l'insécurité croissante. Et c'est dans ce contexte corrosif que le jeune Serpico s'apprête à faire ses armes. Malheureusement, son exaltation sera de courte durée. Plongé dans le grand bain, lui qui croyait savoir nager, va rapidement se retrouver cerné de requins. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. En 1962, lorsqu'il intègre la police de New York, l'enthousiasme de Frank Serpico tourne court. Dans les premières semaines, il arpente les rues en voiture, et c'est tout. Tout ce que les policiers plus expérimentés lui apprennent, ce sont les endroits où dormir pendant les patrouilles de nuit et les restaurants où les agents du New York Police Department bénéficient de repas gratuits. Et lorsqu'il demande comment cela est possible, on lui explique que c'est gagnant-gagnant. La police dîne sans payer et en échange, elle fait sauter les amendes de stationnement et autres désagréments de ce type. Frank n'en croit pas ses yeux. Mais pire encore, il a l'impression d'être le seul que ces pratiques choquent. Dès le départ, il décide de rester loin de ces prétendus échanges de bons procédés. Il paye pour ses propres repas dans d'autres établissements que ceux fréquentés par ses collègues, ce qui l'isole peu à peu. Il ne s'en émeut pas,
mieux vaut marcher seul que mal accompagné. Problème, il est plus facile de dîner seul que de travailler seul. 2 semaines après sa prise de poste, lorsqu'il arrête un chauffard, son collègue insiste pour s'en charger lui-même et plutôt que de punir le conducteur d'une amende, il lui soutire $200 en liquide et le laisse repartir. Bien entendu, Frank refuse de partager la dite somme, mais il est cette fois-ci profondément choqué. Comment se fait-il que ses collègues se livrent à de tels actes de manière totalement décomplexée ? Ce qui l'interroge tout particulièrement, c'est que chacun d'entre eux semble partir du principe que Frank est d'accord avec tout cela, alors qu'ils ne le connaissent même pas. L'uniforme suffit-il donc à indiquer que l'on est prêt à se compromettre dans des pots de vin ? Frank n'ose pas encore tirer de conclusion. Après tout, il n'est policier que depuis quelques mois, mais il ne se sent pas du tout en phase avec les autres agents de son district. Ce qui ne tarde pas à être réciproque. Petit à petit, ils apprennent que Frank est cette espèce de jeune loup qui refuse l'argent, les repas gratuits et tous les avantages du quotidien que la totalité des agents considèrent comme des acquis parfaitement normaux. Dès qu'il en a l'opportunité, Frank opère seul. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que lorsqu'il s'agit de faire son travail, il est excellent. C'est un voisin alerté par des cris inquiétants qui a appelé le central. Il est 23 heures passées, mais Frank fonce vers Brooklyn sans ressentir une once de fatigue. Il arrive sur les lieux moins de 10 minutes après l'appel, gare sa voiture en catastrophe et court vers l'immeuble en question avant de monter les escaliers 4 à 4 jusqu'au 6e étage. Appartement 53. Il a l'impression d'entendre des cris étouffés derrière la porte, mais il n'en est pas tout à fait sûr. « Police, ouvrez s'il vous plaît !» Plus un bruit. Frank répète plusieurs fois les mêmes mots. Dans le vide. Alors il sort son arme et enfonce la porte. Un homme se rue aussitôt sur lui, tandis qu'une femme dénudée s'enfuit dans le couloir. Frank n'a pas le choix. Après une courte lutte au sol, il parvient à assommer son assaillant d'un coup de crosse et lui passe les menottes. La femme qui criait, désormais prostrée contre un mur, était en train de subir un viol. Bien entendu, elle refuse de porter plainte. L'homme est un petit dealer, certes, mais il est déjà connu des services de police. Et si Frank ne comprend pas encore totalement ce que cela implique, il sera bientôt prêt à prononcer à voix haute et intelligible les 10 lettres du mot « corruption ». Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la formation d'inspecteur de Frank et des risques qu'il prit pour avertir sa hiérarchie des compromissions policières. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos sites de podcast préférés.